vous invite à vous asseoir. On va commencer le temps de retour d'expérience de l'après-midi. Donc bonjour à toutes et tous, moi je ne me suis pas encore présentée, je suis Lisa Tessier de Ville Aménagement Durable. Donc nous on est partenaires et co-organisateurs de l'événement d'aujourd'hui aux côtés du CAIE et du RIF. Donc Anna l'a dit tout à l'heure, le temps de retour d'expérience de cet après-midi diffère de celui de ce matin par l'envergure des opérations qui vont être présentées et par les moyens techniques et financiers qui y sont associés. Donc j'ai avec moi Manuela Assertan, architecte chez AA Group, Delphine Clément, responsable d'opération chez Grand Lyon Habitat, Jean-Baptiste Florent, architecte chez Florent Architecte. Bonjour à tous les trois et merci de venir nous présenter votre travail. On va commencer par les présentations des deux projets et ensuite donc, il y aura un temps dédié pour les questions-réponses. Donc ça va être au tour de Manuela de nous présenter le projet de la résidence à deux noms. Moi je l'appelle Pasteur Rénac, mais a priori c'est René Vivien. Qui est la réhabilitation et la surélévation d'un immeuble en tissu dense, puisqu'on est en cœur du 7e arrondissement de Lyon. Tout à fait. Alors, oui, pour expliquer un petit peu, au niveau de nos résidences, en fait, initialement, elle s'appelait Pasteur par facilité, puisqu'elle est rue Pasteur et rue Rénac, à l'angle de ces deux rues, vraiment au milieu du 7e arrondissement de Lyon, à côté de la bourse et à côté de la piscine de Rome. Donc voilà un endroit assez privilégié, avec des plutôt belles vues, même si dans un site très dense, et du coup aussi en zone tampon de périmètre UNESCO et aussi dans un périmètre d'intérêt patrimonial. Donc déjà on était sur ce qu'on appelle du coup une architecture courante, mais quand même assez intéressante pour le tissu du 7e arrondissement. Je pense qu'il y a un petit... Ouais, on va essayer avec celui-là, peut-être c'est mieux. Voilà, donc il s'agit d'une acquisition-amélioration qui a été faite par Grand Lyon Habitat. Et en fait, le concours a commencé, on a été lauréat de ce concours en fin 2019. Sauf qu'il y a eu quelques petits événements et qui nous ont donné un petit laps de temps jusqu'à commencer réellement les études, puisque après être lauréat de ce concours, en 2020, il y a eu en parallèle une occupation de site, puisqu'il était vide, donc il a été squatté. Et après, il y a eu aussi le Covid qui est arrivé. Ce qui a fait que, du coup, Grand Lyon Habitat a pris la décision de ne pas... essayer de regagner ce bâtiment, de le laisser vraiment aux personnes qui occupaient, par aussi un peu, enfin disons que voilà, les conditions en ce moment n'étaient pas très, très faciles et par humanité aussi, voilà, on a décidé de ne pas rentrer dans ce bâtiment trop rapidement. Par contre, c'était aussi un temps qui était assez intéressant pour moi personnellement parce que je travaillais en même temps sur une autre réhabilitation en mâche-fer. Donc, ça m'a permis un petit peu en fait de gagner plus de connaissances à ce moment-là pour revenir après sur ce projet avec beaucoup plus de connaissances de ce que j'aurais pu avoir en fin 2019. Ce qu'il faut aussi dire du coup, c'est que par rapport à toutes les questions qui étaient posées avant, on a eu quelques soucis avec l'eau et on a eu aussi un incendie partiel à un moment donné. Donc, on a pu bien vérifier après la teneur de mâche-fer à l'incendie. Voilà, donc ça a tenu, déjà première chose. Et du coup, après, en avril 2023, du coup, on a repris les échanges avec la ville. Donc, on a fait des ateliers préalables, on a vu l'ABF et on a pu avancer assez rapidement sur nos études, fort en fait, comme je disais, de l'expérience d'avant. Il faut savoir aussi qu'on était en conception-réalisation. Ce qu'on va voir un peu plus tard, ça a aidé énormément en fait à la prise de décision et à faire des tests que normalement, en tant qu'architecte ou en tant qu'équipe de maîtrise d'œuvre, on a peut-être un peu plus de mal à faire pendant les études parce qu'en fait, c'est plus difficile d'expliquer à la maîtrise d'ouvrage le besoin de ces études-là. En étant en conception-réalisation, l'entreprise générale est responsable de budget, donc elle peut prendre ce risque et se dire non, on préfère payer les études avant pour minimiser les éléments qui sont nécessaires après. Donc, voilà.
Après, je vais essayer de passer un peu plus vite sur les autres éléments. Donc voilà, l'opération intégrait une partie de restitution et de réhabilitation des façades, une partie du coup d'amélioration thermique, une réorganisation de l'intérieur pour pouvoir accueillir une résidence étudiante. Avant, c'était des logements, donc pas vraiment de changement de destination, mais une belle réorganisation intérieure. Et après, du coup, une partie de surélévation qui était en fait extrêmement importante pour qu'on arrive à 70 logements étudiants, parce que ça, c'est ce qui permettait en fait à Grand Lieu Habitat de faire fonctionner en fait ce bâtiment. Globalement, il faut attendre toujours un certain temps de logement pour pouvoir se permettre un certain investissement. Et voilà, c'était un peu le quota qu'on nous avait donné pour pouvoir faire ce projet. Et d'ailleurs, on avait gagné ce projet aussi parce qu'on avait arrivé à avoir ce nombre de logements, mais qu'en même temps, on avait pris la décision de ne pas tout surélever. On a surélevé que l'angle de façon à garder quand même un certain éclairage à l'intérieur de l'îlot. Parce qu'il ne s'agit pas d'un seul bâtiment surélevé, il s'agit d'un ensemble immobilier qui était formé par 4 petits bâtiments. Donc là, exactement, on peut voir les 4 petits bâtiments. L'UA, c'est le plus grand, c'est majoritairement un mâche-fer et c'était donc un R+4. Après, on avait le C et le D qui étaient des bâtiments un peu plus modestes au niveau de la rue. Et on avait un petit volume alimenté par une coursive en fond de l'îlot, donc qui était accessible en traversant les autres bâtiments. J'avais déjà dit que du coup on était dans un périmètre d'intérêt patrimonial, mais en fait ce qui nous intéressait aussi c'était qu'on était, comme je disais, dans un site très dense et que du coup on manquait cruellement de zones vertes et qu'on était toujours soumis à une surchauffe urbaine et que la cour antérieure était complètement imperméabilisée. Donc ça c'est l'état du bâtiment, on peut voir 2 des bâtiments, en fait le bâtiment A et le bâtiment C. C'est l'état initial. Comme je disais, on était à peu près 80% mâche-fer. Et après, ce qui était assez intéressant, c'est comme le bâtiment avait évolué, enfin comme l'ensemble des bâtiments avait évolué dans le temps, on a trouvé pas mal de petites extensions, de petites interventions. On a trouvé un petit mur de façade en briquette qu'on a dû en fait démolir puisque il avait à peine 10 cm d'épaisseur et ça ne respectait aucune résistance pour pouvoir mettre des logements derrière. Il y avait aussi des murs en pierre, les murs mitoyens, donc ils étaient en pierre. Et après, il y avait aussi de la brique classique et de la glo de temps en temps sur des zones en fait où on avait des fenêtres murées ou des choses comme ça. On a essayé un petit peu de laisser le site nous parler. Et comme je disais, on a regardé un petit peu ce qui était à l'alentour et on a essayé de revenir à des volumes qui s'équilibraient quand même. Il faut savoir que cet angle qui était un peu plus petit par rapport aux autres volumes, il était entouré des bâtiments qui étaient majoritairement en R+4. Donc on a décidé de se réaligner à ça pour rééquilibrer en fait le carrefour de point de vue volumétrique. Et après, par contre, vu qu'on allait vraiment s'accoler du coup au bâtiment qui était le mieux préservé et le plus haut, le bâtiment A, on a décidé quand même de faire la différenciation entre les volumes et via la couleur des enduits à la chaux et via quelques signes architecturaux pour quand même montrer qu'il y a une certaine stratification aussi dans le temps et pour ne pas prendre non plus trop le dessus par rapport aux autres volumes aux alentours. Un des voisins en fait de ce bâtiment, c'était une école. On a considéré que si on gardait un peu cette idée de 3 volumes au lieu d'avoir un seul monovolume, on laissait en fait la place de repère dans cette rue à l'école et on ne se mettait pas à l'avant voilà, de cet élément-là. Au niveau de l'existant, qui dit mâche-fer dit aussi essayer de démolir le moins possible. Donc, on a vraiment essayé d'épouser l'existant et en fait, même dans la création des chambres, on a essayé de se recoller aussi, même aux ouvertures qui étaient déjà en place. Une ouverture qu'on a fait vraiment, qui était importante par contre, c'était le lien entre le bâtiment A et le bâtiment C. Ah non, ça c'était pas ça, c'était ici. Hop, voilà, ici.
Parce qu'en fait, les deux bâtiments, initialement, elles étaient vraiment séparés par un mur mitoyen, donc il n'y avait pas de connexion. Et quand on a décidé de faire la surélévation, du coup, on a décidé de mettre l'ascenseur du côté de la surélévation. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. C'était vraiment pour des raisons aussi structurelles, parce qu'on l'a utilisé dans la tenue aussi de cette surélévation. Et après, on a essayé de faire en sorte que le plus de chambres étaient du coup accessibles pour les gens qui avaient une mobilité réduite. Et on a essayé aussi de doubler le taux de chambres PMR, donc on a arrivé à faire 10%, donc 7 chambres au lieu de la norme qui d'habitude dit 5%. Tout ce que vous voyez au niveau des couleurs, c'est les typologies, parce qu'on a essayé quand même de proposer des différents types de manières d'habiter en tant qu'étudiant à Lyon. Donc, on a proposé des terrains qui sont à la fois identiques et à la fois très divers, parce que, comme je disais, il fallait vraiment s'adapter à tout ce qui était structure, à tout ce qui était mur existant et ouverture existante. Et après, il y a eu des T2 qui proposaient aussi, du coup, la vie en couple, et il y avait des T3 qui proposaient une colocation. Donc, on a essayé de faire vraiment un mélange de tout ça. Des fois, vous voyez, il y a des chambres qui ont 2 fenêtres. Par exemple, j'oublie tout le temps que c'est l'autre. Par exemple ici. Et en fait, ça, c'est assez intéressant. C'est pas juste une lubie de dire on va avoir deux fenêtres. C'est parce qu'une des fenêtres, elle était attenante à la cage d'escalier ouverte. Donc forcément, celle-ci, elle était, enfin, avec le bureau de contrôle, on avait considéré que celle-ci ne pouvait pas s'ouvrir et qu'elle était, du coup, elle devait rester fermée à part intervention de pompiers. Donc, du coup, comme les étudiants ne pouvaient pas l'ouvrir, on a essayé de faire en sorte qu'ils aient une autre fenêtre, voilà, pour pouvoir accéder quand même à la lumière et à la ventilation sans trop de soucis. Après, du coup, on parlait du fait que c'était, comme je disais, un projet en conception, en réalisation. Ça veut dire que l'entreprise générale nous a accompagnés tout au long des études. Donc même pendant les ateliers préalables, on pouvait envisager, enfin le résultat qu'on voulait donner l'image qu'on voulait donner à ce bâtiment était à la fois liée à l'aspect esthétique de quartier et à la manière de reprendre certains éléments qui étaient des éléments historiques, mais elle était aussi liée à la capacité technique de réaliser ce qu'on pouvait faire. Et la première question qu'on s'était posée, c'était celle de la portance. Donc une fois qu'on a commencé à curer le bâtiment, on a eu aussi l'opportunité de faire des tests pour voir comment les énormes poutres bois tenaient par rapport au mur et par rapport aux quelques soutiens qu'on avait intermédiaires. Et on l'a fait grâce à des essais à la piscine. Donc ça veut dire qu'en fait on vient, on met ce genre de gros bassin en plastique et on remplit très lentement d'eau. Et le moment où il y a c'est très, en guillemets, c'est à la fois très technique et très rudimentaire, le moment où il y a une petite déformation, mais quand je dis petite, c'est vraiment très légère, c'est au niveau de même pas 1 millimètre, où il y a une déformation, on sait qu'on a atteint la portabilité de ces planchers et qu'après ça commence à se déformer, donc ça commence à être risqué. Donc ça nous a permis de calculer vraiment ce que chaque plancher sur chaque niveau pouvait tenir. Donc de là, on a pu vraiment doser toutes les interventions structurelles. On a su où on devait renforcer, on a su où on devait mettre des appuis intermédiaires et on a choisi aussi des différentes modalités de faire ces appuis intermédiaires. Et ces renforcements, par exemple, on a doublé des fois les solives, des fois on a mis des poutres métalliques pour renforcer les poutres en bois, des fois aussi on a fait des injections au niveau des poutres bois. Voilà, il y a eu vraiment d'une sorte de renforcement à la carte, mais vraiment par rapport à chaque situation. Et pour l'anecdote, parce qu'on ne dit pas juste ce qui marche super bien, on a eu aussi à un moment donné une surprise, parce que pendant le chantier, pendant la démolition, il y avait une petite cheminée qui s'était effondrée. Et en fait, parce qu'à un moment donné, la personne qui travaillait dessus, je pense qu'elle n'a pas assez mesuré la manière dans laquelle ce cheminée était lié aussi au plancher.
Et du coup, ça a fait qu'une partie de plancher, ça s'est effondré aussi. Donc, on a eu une petite surprise à un moment donné dans le chantier. On a dû refaire une partie de chantier de plancher sur une toute petite partie de plus petits bâtiments. Donc, voilà, les dégâts n'étaient pas énormes, mais ça nous a fait quand même un peu peur le moment où ça s'est arrivé. Après, qui dit mâche fer et surélévation, s'imagine aussi qu'il y a quelques difficultés à voir comment on pouvait gérer cette surélévation. On a décidé de manière assez logique de partir sur de MOB, donc sur une ossature bois. Mais vu que le bâtiment qu'on allait surélever avait très peu de mâche fer jusqu'à la toiture, on a décidé de ne pas démarrer l'ossature bois immédiatement au niveau de la dalle qui devait recevoir les étages supplémentaires. On a préféré en fait de créer une sorte de centrage qui d'ailleurs, quand on voit les anciens bâtiments, ils bénéficiaient aussi de ce genre de centrage de temps en temps quand il y avait plusieurs niveaux. Et en fait, on a fait une sorte de chaînage en fait en maçonné qu'on a après accroché à la cage d'escalier qu'on a créée et pour des raisons aussi d'évacuation, et à la cage d'ascenseur qu'on a mis aussi dans celui-là, comme je disais, pour pouvoir tenir. Et on a fait une sorte de structure qui se tenait et qui transférait le poids en fait plus au niveau de l'ascenseur et de la cage d'escalier, parce qu'on avait le plancher qui après venait sur le plancher, on avait ce chaînage maçonné, on venait avec des éléments métalliques qui est relié avec le plancher haut, qui se reliait après avec à nouveau l'ascenseur. Donc ça créait des zones qui amenaient de la rigidité au niveau de la façade et qui amenaient de contreventement. Et après aussi, ça permettait de mieux descendre le poids de cette surélévation au niveau de l'ascenseur et jusqu'au niveau des caves, sans s'appuyer sur la structure elle-même de bâtiments existants, à part la partie façade, voilà, qui tenait sur la façade. Et pour aussi mieux gérer l'ancrage de cette façade, on a traité aussi ce chaînage avec des équerres métalliques. Vous les voyez tout à droite dans la première photo. En fait, c'est des équerres qui tiennent aussi pour éviter qu'il y ait un genre d'affaissement de chaînage vers l'extérieur. Donc aussi petit mot sur la surélévation, donc surélévation bois où on a essayé d'être le plus rapide possible, c'est l'avantage de MOB. On a eu 4 semaines pour faire les 2 niveaux dans les conditions où la grue venait et partait chaque matin et chaque soir sur la rue pour ne pas trop bloquer les riverains pendant la soirée. Au niveau de la stratégie thermique, on était déjà en périmètre d'intérêt patrimonial et ça ne paraissait pas très intéressant de partir sur une isolation extérieure de toute façon, notamment parce qu'il n'y avait pas la notion non plus de perte de surface puisqu'on était aussi dans un bâtiment qui n'était pas occupé, ou bon, plutôt dit il était occupé qu'au niveau du rez-de-chaussée par un restaurant, mais sinon tout l'étage où on faisait les travaux, il n'y avait pas de souci. Donc on a choisi une isolation par intérieur parce que ça marchait bien aussi avec le fait de garder l'alignement de la rue. On a bien sûr fait attention au pare-vapeur et on a aussi fait attention au lien entre plancher et cette isolation. Parce qu'on a eu de la chance, comme je disais, on était dans un plancher plutôt structure poutre et solive, poutre bois et solive. Donc là, en fait, on minimise, vu la hauteur, enfin, et comment on peut aller avec l'isolant entre les solives et entre les poutres, on minimise les ponts thermiques. Donc du coup, ça marche un peu mieux que quand on a des grandes épaisseurs de plancher. Aussi, autre chose qui est assez intéressante, en fait, j'ai pas trop eu le temps de parler de ça, mais vous voyez en fait 2 travées de bâtiments. À gauche, c'est la travée de bâtiments anciens et à droite, c'est la travée de bâtiments anciens surélevés. Et en fait, vous voyez qu'il y a deux sortes de bandeaux à chaque niveau. Ces bandeaux ont été un peu inspirés par l'histoire en fait des bâtiments surélevés en général à Lyon, puisqu'on trouve pas mal de bandeaux aussi dans des zones où il y avait des surélévations. Après ça, c'est devenu aussi juste une décoration esthétique, enfin juste une décoration, mais des fois il y avait aussi ce marquage entre les différentes surélévations au niveau de la vie d'un bâtiment.
Et ces bandeaux-là que nous, on a choisi de les faire en creux, en fait, dans un joint creux métallique, nous ont aidé aussi à passer, en fait, de la structure maçonnée à la structure en ossature bois, puisque si au niveau de mâche-fer, on a mis un enduit à la chaux, du coup, qui a une certaine, enfin, qui a un grain qui est assez spécifique, bah, en fait, sur la structure, enfin, sur la façade en ossature bois, on doit utiliser un enduit qui est très très fin. Donc, du coup, ce bandeau permettait en fait de créer une sorte de rupture entre ces deux éléments et de ne pas arriver à avoir des fissures un peu bizarres entre les deux types d'enduits. Et aussi, vu que c'est assez haut, en fait, ça permet aussi d'un peu uniformiser l'aspect général de la façade et on perçoit moins ces différences de texture entre les éléments. Donc, on a parlé un petit peu de l'isolation. Au niveau de l'apport solaire, en fait, on a fait très attention au type d'occultation. On va parler ça un peu plus tard. Et après, au niveau du confort d'été et au niveau aussi de ce qui se passe au niveau des façades, des pieds de façade, et aussi des caves et des zones souterraines dans cette zone-là. On a essayé en fait de désimperméabiliser au plus possible. Le plus possible, c'était 30%. Parce qu'après, sinon, on avait les caves, on avait des passages. Mais on a essayé quand même de faire cela pour pouvoir planter, pour pouvoir après espérer que ce qui a été planté va grandir et que ça va faire des zones d'ombre et des zones de refuge pour les étudiants. Il y a quelque chose aussi qui est très intéressant dans l'architecture appelée courante et dans ce qui est dans ce qui sont en général les bâtiments en mâche-fer, c'est qu'en fait on parle d'une architecture qui est vue comme étant modeste. Et en fait, étant modeste, ça veut dire que les moyens qui étaient mis dans la construction de ce bâtiment devaient aller dans les éléments qui faisaient vraiment du sens. Et il n'y a rien d'autre qui fait plus de sens dans un bâtiment que ses ouvertures. Et donc, au niveau de cette architecture, il y a vraiment un soin qui est donné à ces ouvertures. On parle de la menuiserie, on parle des occultations, on parle des lambrequins, on parle des appuis. Et ça paraît tellement logique maintenant quand on essaye de trouver de la sobriété, de la frugalité dans l'architecture, de partir sur les mêmes concepts. Donc, moi, ça me parle beaucoup cette idée de bâtiment modeste, mais que, en fait, la frugalité, ça ne veut pas dire non plus quelque chose de moche ou quelque chose de péjoratif en général. C'est plutôt quelque chose où on concentre vraiment l'énergie là où il faut. Et donc, nous, on l'a concentré aussi dans les menuiseries. On est revenu à des menuiseries bois. Là où on avait les lambrequins qui étaient initialement posés sur le bâtiment, on les a restaurés. Les menuiseries aussi, on s'est inspiré pas mal de quelques 2-3 menuiseries qu'on a trouvées sur site qui étaient restées pendant quelques années. Et après, en regardant un peu comment chaque tableau de fenêtre était créé, on est arrivé à la conclusion que s'il y avait des lambrequins au niveau extérieur, enfin sur la rue, sur la cour antérieure, il y avait plutôt des persiennes bois, donc on est revenu à ce système-là. Et aussi pour parler exactement de cette stratification où tout paraît logique quand on se promène dans la rue, une surélévation paraît un peu naturelle, paraît un peu une greffe qui vient de se poser et qui grandit un peu naturellement, mais qu'on peut percevoir en fait le fait que c'est quand même quelque chose de neuf. On a essayé en fait de faire vraiment ces différenciations entre l'idée de restaurer, de restituer et de créer. Donc, en fait, sur toutes les choses où on n'avait pas d'informations, on s'est inspiré en fait des éléments qui étaient déjà sur site pour pouvoir faire un clin d'œil et créer quelque chose d'harmonieux. Par exemple, la frisette bois qui était dans la cour intérieure nous a inspiré pour imaginer un peu le lambrequin qui existait sur le bâtiment où il n'y avait plus de lambrequin parce que tout était remplacé par des volets roulants. Et sur la partie neuve, puisque ces bâtiments qui sont un peu modestes n'avaient pas une décoration flamboyante et que c'était tout plutôt assez plat et géré plutôt dans la couleur, on s'est dit on va être encore plus modeste que ça et on a géré ça par des petits ombres et des joints creux plutôt que par encore un élément qui venait se rajouter.
Voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il faut dire autre par rapport aux éléments qui sont importants quand on travaille sur des bâtiments en mâche fer? C'est peut-être ne pas oublier de temps en temps le couple galvanique. Donc faites très attention à ce que vous mettez contre le mur. Nous, on préfère toujours, mais je pense que maintenant, ça doit être une pratique assez classique de tout ce qui est vraiment en contact avec les murs en mâche fer. On fait des thermolaquages, même sur les platines de fixation, qui peuvent, quand on choisit en fait d'isoler par l'extérieur pour X ou Z raison, même cette platine-là, on essaye de les on demande qu'elle soit thermolaquée. Comme ça, en fait, on n'a pas de surprise sur des choses qui sont cachées, qu'on ne peut plus voir après. Là, c'était plutôt facile parce qu'il n'y avait pas ça. Quelqu'un avait demandé à un moment donné comment on sait s'il y a des pathologies sur les murs. Je pense qu'avec le mâche fer et les enduits à la chaux, il y a un certain avantage sur le fait que vous allez voir quand il pleut, en fait, par exemple, le bâtiment change de couleur parce qu'il prend de l'humidité. Et quelques heures après, il sèche et du coup, il revient à la couleur de base. S'il y a une humidité qui persiste, on va le voir parce que l'enduit à la chaux, en fait, change un peu de couleur. Et donc, il donne cette impression de quasiment taché à l'huile, c'est assez prégnant. Et du coup, on peut réagir assez vite si cette humidité-là ne part pas. Donc, cette idée d'isoler à l'intérieur et peut-être pas à l'extérieur, d'isoler le moins possible, dépendant des caractéristiques et de l'épaisseur des murs, ça a aussi cet avantage qu'en utilisant des matériaux qui sont assez naturels, comme l'enduit à la chaux sur la façade, les pathologies, on peut les reconnaître assez rapidement. Même le salpêtre, si jamais on a un souci de ça, voilà, parce que ça se voit très vite. Il n'est pas caché par un enduit plastique ou par un film plastique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Désolée, je peux peut-être parler trop longtemps, je ne me rends pas compte, mais voilà. Eh bien, merci pour cette présentation. Merci. On va tout de suite enchaîner, donc si vous avez des questions, il faut les noter. On va tout de suite enchaîner donc, avec la présentation du projet de la réhabilitation de la cité HBM Vieille Croix-Rousse, donc par Delphine Clément et Jean-Baptiste Florent. Il y a d'autres photos, mais on va revenir sur ça en fonction des questions. Il faut un micro. Alors bonjour à tous. La cité Vieille Croix-Rousse, c'est l'une des cités HBM de Grand Lyon Habitat, donc que gère Grand Lyon Habitat. Elle se situe donc dans le 4e arrondissement, entre la rue d'Angon, la rue Pernon et la rue Hénon. Donc, elle a été édifiée par deux architectes croix-roussiens, Victor et François Clermont, donc dans la décade des années 1920. 5 bâtiments composent cet ensemble immobilier. On a 172 logements et 8 locaux commerciaux donc, qui sont situés en rez-de-chaussée. Donc, cette cité HBM, elle a tout d'abord été désignée sous le nom de cité Philippe de la Salle, du nom d'un peintre en soierie du XVIIIe siècle. Et à cette même époque, alors pas au XVIIIe siècle, mais dans les années 1920, Victor et François Clermont sont aussi les concepteurs du groupe scolaire Jean de La Fontaine, qui est place Flammarion, place Camille Flammarion, donc juste un petit peu en amont. Voilà, et ils étaient aussi très très productifs puisqu'ils ont aussi conçu la cité HBM Clos-Jouve qui se situe dans le 1er arrondissement, donc on est sur le bas du boulevard de la Croix-Rousse. Donc Clos-Jouve, voilà, on peut quand même donner l'information parce qu'après de longues années d'études et plusieurs mois de consultation entreprise, voilà, le chantier démarre pour aussi de longues années, une durée de chantier de 6 ans. Voilà, on revient à Vieille Croix-Rousse. Donc, ces 5 bâtiments ont été construits par la société L'Avenir, donc en 2 tranches. Les 3 bâtiments qui sont alignés rue Pernon
disposent, eux, d'un espace extérieur hein, sur les façades arrière, alors que les deux bâtiments donc, qui sont situés sur la rue d'Angon, eux, sont beaucoup plus urbains. C'est une résidence qui est plutôt bien intégrée à la ville. Elle bénéficie en tout cas bon, déjà de commerce sur place, hein, de proximité, mais elle bénéficie surtout de la proximité de la rue Hénon et du boulevard de la Croix-Rousse, donc qui offre deux axes, hein, qui offrent quand même des commodités en termes de services, de commerce et de transport. C'est un patrimoine très spécifique, un patrimoine HBM très très spécifique de cette période de construction, voilà, qui se distingue notamment par ses caractéristiques architecturales et son environnement urbain. Voilà, les 5 bâtiments sont inscrits dans un périmètre ABF. Ces typologies, ces surfaces aussi sont très spécifiques, hein. On est en présence de petits logements avec des surfaces très très compactes. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. L'organisation aussi intérieure des logements est particulière, hein, puisqu'on est souvent en présence, enfin même tout le temps en présence de pièces humides exiguës, peu fonctionnelles. Il faut rappeler qu'à l'origine de la construction, la salle de bain n'existait pas dans ces logements. On avait un point d'eau dans la cuisine et le WC. Donc les salles de bain sont apparues vers la fin des années 1980. Et elles ont été toutes installées, je dirais, à la dernière réhabilitation qui date de 1995. Voilà, dans des espaces qui sont très très exigus puisqu'elles mesurent à peu près 2 mètres carrés, ces salles de bain. Elles ne sont pas du tout pratiques, mais en tout cas, elles ont le mérite d'exister. Voilà, et en lien avec les précédentes caractéristiques qu'on vient de voir, l'occupation sociale est tout aussi particulière, hein, puisqu'on a une prépondérance de personnes âgées, voire très âgées, avec des ressources voilà, modestes, des personnes qui souvent sont là depuis plusieurs générations, qui sont réellement attachées non seulement à leur logement, à leur résidence, mais aussi à leur quartier. Voilà. Sur ces 172 logements, on retrouve toutes les typologies hein, du T2 au T5 avec une majorité de T4. Alors on a quand même un souci de typologie aujourd'hui hein, puisque la cuisine, la pièce à vivre de l'époque correspond à la cuisine d'aujourd'hui. Donc la pièce à vivre et la cuisine d'aujourd'hui sont quand même assez généreuses en termes de surface. On est entre 13,50 m jusqu'à 16 mètres, donc c'est quand même des pièces généreuses. Sauf qu'aujourd'hui, cette surface, elle est comptabilisée dans la surface totale du logement comme étant une pièce assimilée à un séjour. Donc, dans la réalité du quotidien, les habitants, en fait, se contentent de la cuisine et dédient une des chambres du logement à un salon séjour. Voilà. Je peux préciser voilà, que le projet de réhabilitation, les études ont commencé en 2022. Voilà, donc ce projet de réhabilitation, il est engagé par Grand Lyon Habitat avec des enjeux multiples et forts. Le premier enjeu, hein, c'est vraiment d'améliorer la performance thermique des bâtiments pour nous, derrière, pouvoir maîtriser les charges locatives liées à l'énergie. Valoriser le patrimoine HBM, hein, notamment en traitant, en rénovant les façades et en restituant certains éléments architecturaux qui ont disparu au fil du temps. Mettre aux normes donc, tous les équipements qui le nécessitent. Améliorer, bon, de toute façon, améliorer globalement le cadre de vie des habitants. Et puis surtout, du fait de leur attachement à cette résidence et à ce quartier, voilà, les positionner au centre, au cœur du projet de réhabilitation. Et évidemment, moderniser les logements, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui proposer ce type de logement à la location, donc il faut vraiment adapter les aménagements intérieurs pour répondre aux attentes des locataires en place déjà, mais des futurs locataires à venir, en créant donc de nouveaux espaces ergonomiques fonctionnels, notamment au niveau des pièces humides et surtout des salles de bain. Voilà, je précise quand même que les travaux se réaliseront en site occupé. Voilà, donc
on va faire des carottages de mâche-fer. Bon, on est encore en étude en phase pro, on a encore un peu de temps pour réfléchir à comment réduire toutes les nuisances qu'on va rencontrer en phase travaux. C'est un projet qui est mené aussi selon un processus BIM, donc qui va nous permettre de produire une maquette numérique et surtout un DOE qui soit structuré, fiable et qu'on pourra utiliser, que tous les collaborateurs de Grand Lyon Habitat pourront utiliser dans la phase de maintenance et d'exploitation de ce patrimoine. On parle du principe constructif rapidement, donc. Oui. Le voilà. Donc les sous-bassements sont en béton, les murs en mâche-fer. Les planchers, donc on retrouve des ourdis en mâche-fer et des poutrelles métalliques. Et sous la toiture, donc on a une charpente mixte, bois et acier et métallique. Voilà. Oui. Alors simplement, je voulais juste revenir sur la diapo précédente pour parler notamment du cœur de la résidence, parce que c'est quand même un des éléments intéressants dans cette résidence. C'est que les bâtiments qu'on a aujourd'hui constituent un peu la couronne extérieure de la construction initiale, puisque sur l'îlot central, il y avait à l'origine une trentaine, je crois. Il y avait 25 maisons collectives. Voilà, qui regroupaient 4 logements. Qui regroupaient chacune 4 logements, qui ont été construites en même temps et sur les mêmes principes structurels en mâche-fer. Donc ces maisons ont été démolies dans les années 70, à l'époque de la construction des tours Pernon au centre. Mais c'est un élément qui a structuré l'histoire du quartier et qui hante encore aujourd'hui des vieux habitants. Oui. Voilà, ça a été un traumatisme pour la résidence et pour les habitants du quartier. Et donc toute cette histoire de la construction, y compris l'histoire de la démolition, c'est quelque chose qui reste ancré dans ces bâtiments et dans la manière aussi dont on va les rénover et dont on va en prendre soin. Donc c'est un élément qui est apparu assez rapidement quand on a commencé les visites. Sur les éléments constructifs, la particularité, on est vraiment sur le plateau de la Croix-Rousse, donc les sous-bassements béton, par exemple, aujourd'hui sont limités vraiment sur la partie de sous-sol qui affleure au niveau de la rue jusqu'aux allèges des fenêtres du rez-de-chaussée. On n'a pas toute la hauteur du rez-de-chaussée des logements qui est en béton, à la différence de Clos-Jouve notamment. Et donc on est vraiment sur le plateau de la Croix-Rousse, on a beaucoup moins de problématiques de remontée capillaire ou d'arrivée d'eau. Donc ça c'est déjà un élément plutôt favorable. Et puis donc les toitures donc, qui sont en charpente mixte, poutrelle métallique avec panne bois. On a un bâti, une enveloppe qui est plutôt très bien conservée, qui est restée en l'état, au niveau des maçonneries, au niveau de la charpente, au niveau des serrureries, et la grande majorité des enduits est d'origine, et les pathologies observées sont plutôt ponctuelles, hein, c'est-à-dire qu'on a des décollements d'enduits ou des réparations qu'il y a eu, principalement localisés au niveau des jambages des sorties d'éviers en allège qui se branchent sur les descentes d'eau pluviale. Donc c'est à ces endroits particuliers où il y a eu des infiltrations ou sur des gaines de cheminées extérieures pour des commerces. Donc on a globalement des enduits qui ont été plutôt bien conservés et par contre effectivement lors des multiples ravalements des éléments d'enduits plus ou moins imperméabilisants qui ont été réappliqués sur les enduits bâtards d'origine avec tout le masquage des frises par exemple qu'il y avait initialement. Donc tout le travail toute la stratégie d'intervention sur l'enveloppe, on est plutôt parti sur un travail de restauration patrimoniale sur l'enveloppe,
parallèlement un travail vraiment de restructuration à l'intérieur des logements. On a eu un peu ces deux stratégies qu'on a essayé de mener de front, en étant beaucoup plus dans la rénovation, dans une logique assez sobre, hein, de retrouver un peu les éléments initiaux, puisque tout avait été plutôt bien conservé sur l'enveloppe, et par contre, à l'intérieur des logements, de venir retrouver des surfaces et des distributions qui puissent faire basculer un peu ces logements dans les normes d'habitabilité du XXIe siècle. Et donc là, avec des interventions beaucoup plus lourdes, avec toute la complexité d'une intervention en site occupé. Donc sur la partie d'intervention sur l'enveloppe, on a donc les éléments de menuiserie avec des persiennes qui, à l'origine, n'étaient probablement que en rez-de-chaussée, avec probablement on le retrouve sur les photos anciennes, des protections menuisées aux étages qui ont été remplacées probablement dans les années 50 par des persiennes métalliques sur l'ensemble des menuiseries. Donc on a fait le choix aujourd'hui de conserver ces persiennes métalliques sur l'ensemble du bâti. Elles sont plutôt en bon état. Et l'idée, c'était de rester assez sobre et de ne pas forcément retrouver l'état initial, mais de retrouver un certain état du bâtiment en conservant tout ce qui pouvait être conservé. Et on a cherché à maintenir toute cette qualité de protection qui, aujourd'hui, pouvait encore, moyennant restauration, pouvait encore être réutilisée. On était donc sur des menuiseries qui avaient été changées en 95 en châssis PVC rénovation, hein, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Et donc on remplace complètement ces éléments, y compris la dépose du cadre initial, hein, pour venir reprendre en menuiserie bois traditionnelle, avec tout un travail de reprise de la façade, notamment tout le travail de repérage qu'on a fait sur photos, y compris sur anciennes photos, pour essayer de retrouver les dessins des anciennes frises qui ont été masqués, et puis des éléments de teinte. Alors, toute la difficulté des anciennes archives photographiques, c'est qu'on était sur du noir et blanc, donc on n'a pas les couleurs, mais on a des éléments de contraste. On a les éléments qui pouvaient être clairs en soubassement, plus foncés en étage. Donc on a essayé de reprendre ces éléments-là. Donc tout ce travail de reconstitution des éléments de façade sur l'extérieur. Tout le travail de l'enveloppe, donc, sur l'enveloppe, est parti d'une stratégie assez claire, hein, donc on n'est pas intervenu en termes d'isolation stricte sur l'enveloppe. On n'isole pas par l'extérieur, on est en logement occupé, donc on n'isole pas par l'intérieur. Et tout l'effort d'amélioration énergétique va se porter soit donc sur les éléments en toiture, en soubassement, et puis sur les systèmes, bien sûr, et surtout sur le travail autour des menuiseries et le traitement des ponts thermiques. On a beaucoup travaillé avec le bureau d'études sur la caractérisation de ces parois en mâche-fer, sur leur niveau d'isolation thermique naturelle, et par où venaient les éléments de déperdition. Alors, la déperdition en tant que telle, et puis les effets de parois froides, hein, ceux qui gênent aussi à l'usage. Donc, par exemple, toutes les allèges sont construites en briques de mâche-fer beaucoup plus fines. On est sur du 15-20 cm. Donc, tous les éléments d'allège sont des éléments qu'on va isoler par l'intérieur, puisque de toute façon,
on modifie les radiateurs, on intervient sur ces parties-là, et on a travaillé essentiellement par éléments ponctuels, comme ça, sur l'unité baie, en fait, hein, y compris son allège, et toute l'isolation des ponts thermiques intérieurs, pour pouvoir améliorer globalement l'enveloppe, puisqu'on a des façades qui sont très ouvertes, avec des grandes surfaces vitrées. Donc en intervenant sur ce point particulier de l'enveloppe, on améliore globalement d'une manière significative la performance du bâtiment. En fait, c'est venu aussi d'un constat au fur et à mesure des années, des expériences d'intervention sur ces bâtiments HBM. On peut arriver à avoir à atteindre des résultats assez ambitieux, hein, en termes thermiques. On cherche toujours à faire au mieux, et on est toujours confronté, ça a déjà été évoqué dans la journée, à ces difficultés de calcul thermique et de prise en compte de la particularité de ces bâtiments dans les calculs. Et sur cette opération, on a cherché à avoir une vision un peu plus globale, reprendre un peu de la hauteur, ne pas chercher forcément la performance à tout prix sur la thermique, assurer un bon niveau, mais s'assurer surtout, aussi et surtout, de la qualité de l'espace perçu et du confort à l'intérieur pour les habitants. Donc vraiment traiter la ventilation, les effets de parois froides, la qualité perçue du confort thermique à l'intérieur des logements, et de favoriser l'éclairement naturel, tous ces éléments un peu qualitatifs. Donc c'était vraiment une stratégie plus globale sur l'enveloppe, sur laquelle on est intervenu sur ces bâtiments. D'autant plus qu'au niveau de l'intervention intérieure, donc comme on l'a vu, on avait des parties humides, des pièces humides qui avaient été greffées dans des simples sanitaires. C'était à l'époque de la livraison de ces bâtiments, c'était une grande avancée en termes de confort. Il y avait des WC dans chaque logement. Il y avait un point d'eau dans la cuisine, et c'était déjà un élément très important. Dans les années 80 à 95, donc des salles de bain ont été greffées, enfin des salles de bain, des bacs à douche ont été greffés, plus un lavabo, dans un couloir donc de 1 mètre de large sur 2 mètres de profondeur. Donc c'est des installations sanitaires qui ne correspondent plus aux habitudes d'usage et aux normes d'habitabilité d'aujourd'hui. Donc il faut vraiment, on est vraiment parti sur une restructuration de ces pièces humides, avec un travail très important à l'intérieur des logements, en site occupé, où donc on a recréé tout un noyau sur les parties humides, sur les évacuations, donc ce qui permet aussi de traiter toutes les pathologies qu'on pouvait avoir en façade liées aux évacuations par l'extérieur, et toute la reconstitution des gaines de ventilation pour travailler au maximum sur la qualité de l'air intérieur dans ces bâtiments, ce qui est d'autant plus important quand on est sur ce type de construction en mèche-fer. Et puis, je parlais aussi donc du travail sur la menuiserie, le travail intérieur, avec un soin vraiment sur la dépose des menuiseries. Donc pendant les études, on a déjà réalisé des prototypes en dépose pour voir comment étaient exactement les embrasures, quelles avaient été les différentes couches en fonction des époques superposées, comment on pouvait enlever tout ça et comment on pouvait se réinsérer dedans et traiter justement tous les ponts thermiques pour minimiser les ponts thermiques et vraiment améliorer au maximum la qualité thermique, tout en gérant la problématique du point de rosée, puisque c'est quand même là où se cristallisent un peu facilement, enfin, ou rapidement les problèmes. Donc on a vraiment fait des simulations assez poussées pour caractériser différentes solutions et pour être comme ça en capacité d'améliorer au maximum les éléments sur ces points particuliers, ce qui au global impacte de manière importante
la qualité de l'enveloppe. Donc au niveau des... Juste pour évoquer rapidement, hein, au niveau des différents calculs, puisqu'on a commencé les études en 2022, donc on a eu droit au calcul RT, plus les calculs des PE3CL. On a pu expérimenter les différences entre ces différentes méthodes. Et c'est ce qui aussi nous a amené à prendre un peu de hauteur par rapport à toutes ces méthodes de calcul, qui sont des méthodes normalisées, et qu'il ne faut pas perdre de vue la qualité d'usage et la qualité de confort thermique final qu'on vise pour les utilisateurs. Et donc bien séparer la partie calcul réglementaire de la partie qualité recherchée. Voilà, donc c'est des éléments sur lesquels on a travaillé pour avoir une bonne performance, mais on ne s'est pas focalisé sur les éléments de performance calculatoire, on va dire. On voit que sur les calculs THCX, on était globalement à un niveau BBC, et on perd cet effet, cette qualification sur les calculs 3CL pour diverses et multiples raisons, mais on n'a pas changé les performances ni les éléments mis en œuvre pendant le projet pour autant. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de résidences HBM, hein, la particularité de ces constructions, de ces bâtiments, qui pourtant se rénovent depuis de nombreuses années, et notamment avec Grand Lyon Habitat qui travaille dessus sur plusieurs résidences. Oui, on a commencé au début des années 2010, enfin les premiers chantiers donc datent de 2013 avec la résidence des Charmilles à Montchat. Il y a eu Perrache, la résidence Dauphiné dans le 3e arrondissement, Tony Garnier. Là démarre le chantier de Clos-Jouve. Donc c'est un travail que l'on mène depuis toutes ces années, mais avec beaucoup de prudence, hein, puisqu'on apprend petit à petit à mieux connaître le matériau mâche-fer, et ce grâce entre autres à la capitalisation de nos expériences, mais aussi on s'appuie beaucoup sur les études du CAIE et du CEREPA, bien sûr. Mais on reste très prudent. Néanmoins, aujourd'hui, on est davantage, je pense, en capacité d'établir des programmations travaux qui sont plus fiables et qui écartent davantage les risques d'une pathologie ou de plusieurs pathologies dans les années à venir. Voilà. Mais on est quand même toujours contraint par ces calculs réglementaires, hein, que ce soit en méthode THCX ou en méthode 3CL, voilà, où les caractéristiques réelles du mâche-fer ne sont pas prises en compte et qui nous limitent. Donc, d'où l'importance aussi pour nous, en tant que maîtrise d'ouvrage, d'être accompagnés par une équipe de maîtrise d'œuvre, architectes et bureaux d'études, qui va aller au-delà, hein, qui va s'élever au-dessus de ces calculs, voilà, pour émettre des hypothèses plus fines, pour investiguer aussi d'autres pistes, voilà, de manière à tendre à être davantage perfectible sur la performance thermique et le confort à l'intérieur des logements. Oui, notamment pour préciser, sur des opérations type Tony Garnier, où il y a eu des expérimentations avec du fixite, oui, qui sont des vraies expérimentations, mais qui sur la masse aujourd'hui demanderaient des investissements beaucoup trop importants. Oui, le coût est... Avec toutes les difficultés techniques aussi que ça pose. Sur ces programmations-là, on est sur une intervention sur l'enveloppe qui est beaucoup plus modeste, hein, en fait. En termes, enfin, il faut savoir aussi faire preuve d'une certaine humilité sur ces interventions, sur ces bâtiments, qui ont des vraies qualités, et ne pas forcément, comme je disais, aller chercher la performance à tout prix. Et par contre, pour préserver des moyens d'action sur les transformations intérieures qui sont nécessaires pour retrouver
la qualité des aménagements intérieurs qui sont vraiment importantes dans ces logements naturellement. Il faut pouvoir les retrouver en remettant des pièces humides et en travaillant sur les colonnes, sur les ventilations. Donc là, sur ce slide-là, c'est vraiment une présentation et un zoom sur les parties humides avec une diminution effectivement de la cuisine qui était une très grande pièce pour retrouver des espaces de salle de bain et les noyaux techniques de gaines qui sont nécessaires pour distribuer les éléments de chauffage collectif et d'eau chaude collective. Donc tout ce travail d'organisation et de restructuration qu'on peut appeler de lourde en site occupé, voilà, c'est aussi quelque chose de très important et qui va être fondamental dans cette rénovation avec tout le phasage pour pouvoir maintenir les gens dans les logements pendant les travaux. Oui, alors on peut quand même préciser à ce stade des études que ce sont des travaux en site occupé, mais avec quelques petits arrangements, c'est-à-dire qu'on a le projet de mettre à disposition donc des familles ce qu'on appelle nous des logements de courtoisie à la journée, donc qui permettront d'accueillir les locataires quelques heures ou la journée entière, donc des logements qui seront à minima équipés pour les accueillir confortablement. Nos locataires, pour eux, voilà, ce projet, c'est évidemment l'annonce de grands changements, parfois aussi qui génèrent de l'angoisse, de l'inquiétude. Je rappelle quand même qu'on a quand même une population âgée, voire très âgée. Donc on se fait accompagner par une maîtrise d'œuvre sociale, une MOS, donc qui ne va pas tarder à être désignée et qui aura pour mission donc d'accompagner dès à présent l'ensemble des locataires en les informant, en leur expliquant les travaux. Tous les impacts en prenant en compte vraiment les spécificités, les attentes et les contraintes de chaque famille. Voilà, c'est aussi quelque chose de très important et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure puisqu'on a dit que les locataires, les habitants étaient particulièrement attachés à leur résidence, à leur quartier, avec tout le poids historique qui va avec. Et tout l'investissement qu'ils ont créé dans le logement. Oui, toute l'appropriation qui est faite pour chacune des familles. Donc pour conclure, les travaux sont prévus grosso modo de mi-2026 ou fin 2026 à fin 2028 ou début 2029, ça dépendra exactement le démarrage. La rénovation, en synthèse un peu, la rénovation de ces résidences, c'est vraiment, ces résidences notamment HBM, c'est vraiment arriver à concilier ces différents enjeux patrimoniaux, thermiques, mais aussi vraiment beaucoup de qualité d'usage et autour de la qualité de vie des habitants. Voilà. C'est vraiment des espaces habités. Et donc le principe de ces interventions, c'est vraiment de se centrer autour de la qualité d'usage et la qualité de vie des gens. Voilà, merci. Merci pour ces deux présentations. Est-ce qu'elles ont fait émerger des questions dans la salle ? Oui. Il fait vraiment très chaud en haut de la salle. Oui, bonjour, rebonjour plutôt. Par rapport au mâche fer, on l'a vu que l'état des lieux, le bâtiment présentait du mâche fer pour la résidence Vieille-Croix-Rousse. Est-ce que ça a posé des problématiques dans l'étude ? Ou ça a modifié la vision des choses, sachant qu'il n'y a pas forcément d'ITE ? Est-ce que ça a été un sujet d'une problématique ? Sachant que c'est le sujet. Comme ça a été présenté,
Grand Lyon Habitat a déjà une certaine expérience sur le traitement des cités HBM. Personne n'ignorait que c'était du mâche-fer, déjà. Il y avait déjà un diag patrimonial détaillé qui avait été réalisé. Un diagnostic préalable aussi, oui. Donc c'est une problématique qui était déjà très ancrée au moment du démarrage des études. Donc la question de l'isolation thermique extérieure, j'allais dire, elle était déjà pratiquement évacuée dès le départ. Ça a juste été confirmé dès le début des études, mais voilà, c'était déjà très orienté. Il y avait quand même une option pour étudier un enduit thermo-isolant extérieur, type Fixit. Voilà. Exactement. Voilà, option qu'on a abandonnée. Non, mais on était aussi, on s'est appuyé aussi sur l'expérience des études menées sur la cité HBM Clos-Jouve, où on n'isole pas non plus par l'extérieur, mais par contre, on a beaucoup travaillé voilà, sur une isolation ponctuelle intérieure au niveau des allèges aussi, mais aussi sur des systèmes techniques performants. Voilà. Ce qui nous permet de ne pas avoir recours à l'ITE. Et de toute façon, pour ces deux résidences, voilà, je rappelle elles s'inscrivent voilà, dans un périmètre ABF. Aussi, si je peux compléter, au niveau de Fixit, ce n'est pas vraiment la solution qu'on peut utiliser pour tout bâtiment qu'on identifie comme étant de valeur patrimoniale, parce qu'on ne parle pas d'un centimètre d'épaisseur. On parle en fait de quelques centimètres, dépendant du type de bâtiment, ça peut arriver jusqu'à 4-5, et qu'on doit mettre partout. Ce qui veut dire qu'on change l'apparence du nu de façade et que tout ce qui est droit, tout ce qui est très clair, tout ce qui est très ferme, en fait, disparaît sous l'arrondi de ce Fixit. Donc, ce n'est pas un truc qui répare tout, en guillemets, comme le nom le dirait. Il faut vraiment voir quand on a besoin, si on a besoin de ça en complément, si on a besoin de ça vraiment au niveau d'une épaisseur très fine, mais on ne peut pas l'appliquer de manière constante sur tout ce qu'on dit patrimonial juste parce que on dit que c'est une solution voilà, que c'est de l'induit. Parce qu'en fait, au final, ça a une épaisseur. Et ceci dit, si ça a une épaisseur, ça veut dire aussi qu'on doit créer à un moment donné, dépendant de son épaisseur, une structure quand même qui le tient de niveau à niveau. En fait, on vient mettre des fois des petits étriers métalliques pour pouvoir le tenir, parce que sinon, il peut s'effondrer sur son propre poids. Donc, attention quand même à cette solution. Globalement, chaque projet doit avoir vraiment un jugement sur le projet, sur le contexte, et il n'y a jamais la même solution, en fait. C'est vraiment le prototype par excellence. Il faut aller, il faut voir sur site ce qui se passe et ce qu'on veut faire. Voilà. Avez-vous l'intention de faire des comptes rendus des changements de l'usage d'énergie après les changements, après ces travaux, dans les deux cas, parce que surtout dans le deuxième cas, il me semble très intéressant qu'on a mis plus d'intention sur l'usage fait par les habitants et leur qualité de vie. Et j'ai trouvé en d'autres cas dans lesquels j'ai suivi les travaux que souvent on ne fait pas assez d'attention de comment les gens vont utiliser les bâtiments après, et en conséquence, on surestimait d'habitude combien d'énergie on va épargner. Alors, en ce qui concerne la cité HBM Vieille Croix-Rousse, donc j'ai précisé qu'on était accompagné par une maîtrise d'œuvre sociale qui vraiment accompagne les locataires sur des aspects logistiques, techniques, mais qui est là aussi pour faire de la pédagogie, pour prendre en main les nouveaux équipements, les nouvelles spécificités du logement. Voilà. Mais vous avez vu l'intention de
de chiffrer après, de regarder les chiffres, par exemple, de l'usage d'énergie avant et après. Vous voulez dire, si on va instrumenter la résidence pour suivre les consommations après travaux, bah, écoutez, oui, c'est ce qui se fait en interne par notre service énergie à Grandlieu Habitat. Voilà, pour vérifier voilà, qu'on a donné les bonnes informations et surtout voilà, qu'on puisse corriger rapidement si tant est qu'il y ait besoin de le faire. Bonjour, merci pour ces présentations très intéressantes. Moi, j'ai deux petites questions. Vous dites que vous mettez de la technique dans le bâtiment, vous passez en VMC simple, double flux, si vous pouviez nous expliquer. Et après, je serais assez curieuse que vous nous expliquiez la thermique d'été que vous envisagez, notamment sur les occultations. Je commence ? Oui, ok. Alors, de notre point de vue, c'est une ventilation classique pour les logements. Par souci de ne pas prendre trop de temps, je n'ai pas montré toutes les photos. Globalement, au niveau de la ventilation, il faut surtout faire attention que toutes les fenêtres offrent aussi la possibilité d'une ventilation via des entrées d'air. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire partout. Et après, dans notre cas, c'était pas du double flux. Je ne sais pas si dans votre cas, ça l'était. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Enfin, l'expérience qu'on a sur ce genre de réhabilitation, du coup, ce n'est pas obligatoire. En plus de ça, les gens savent aussi plutôt facilement utiliser les fenêtres. Je veux dire, c'est assez naturel dans l'habitation maintenant de bien les utiliser. Au niveau des occultations, il s'avère que les BSO et du coup, dans mon cas, les persiennes bois, mais je pense que c'est la même chose pour les persiennes métalliques, marchent très bien avec le mâche-fer, parce qu'on arrive à créer en fait une ombre correcte à l'intérieur et qu'on arrive aussi à moduler un petit peu le niveau de lumière. Qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ça ? Ça dépend aussi beaucoup de chaque bâtiment et de l'orientation des façades. En fait, on met en œuvre des occultations en fonction aussi si c'est une façade nord, si c'est une façade sud. Peut-être à la fin, je vais essayer de vous montrer une photo. À un moment donné, sur les T2, on avait une chambre, vraiment une chambre. On avait séjour et chambre. Et du coup, la chambre donnait sur une sorte de petite cour antérieure très restreinte. Et donc là, on n'avait pas de souci de très grand apport solaire. Et vu la dimension de la fenêtre qui était énorme, on ne pouvait pas mettre non plus des BSO qui allaient fonctionner bien, ni des persiennes qui allaient fonctionner très bien. Donc on a choisi c'est le seul endroit où on a choisi en fait d'utiliser des rideaux et des stores intérieurs. Sauf que comme c'était vraiment une façade extrêmement protégée par rapport à la lumière directe, ça ne nous posait pas de souci. À nouveau, c'est juste modulé par rapport à chaque élément. Et par rapport à ce que la dame avait demandé avant au niveau de l'usage et de suivi, la résidence René Vivien était faite aussi avec Grandlieu Habitat. Donc, de toute façon, les consommations énergétiques vont être vues. Certes, avant, ce bâtiment il n'était pas habité, donc on n'a pas des données d'avant, mais on aura des données d'après. Il y a aussi un gestionnaire de la résidence qui nous fait son retour par rapport à l'usage. Et là aussi, par exemple, on avait essayé vraiment avec Grandlieu Habitat même de meubler les logements étudiants. Et en fait, on a créé de mobilier spécialement qui s'adaptait vraiment aux caractéristiques de bâtiment parce qu'il n'y avait pas un seul mur qui était droit. Donc, on a dû vraiment créer des éléments qui étaient à la fois répétitifs, mais qui à la fois avaient des éléments qui s'adaptaient d'une certaine façon à toutes les hauteurs différentes, à toutes les largeurs différentes de murs. Et le gestionnaire a plutôt un bon retour parce que les gens, les étudiants, ils sont très bien appropriés, ils ont complété, ils ont des fois même un peu bougé les meubles, réaménagé des éléments. Et on a pu aller à l'intérieur et faire des photos après. On est plutôt content du fait que l'appropriation existe. Donc, du point de vue de l'usage, je pense que ça sera la même chose après le chantier de Croix-Rousse. On pourra toujours demander aux usagers d'aller, de regarder, d'avoir un retour. Et du point de vue énergétique, Grandlieu Habitat, il gère tout ça avec les maquettes BIM, avec un suivi énergétique. Et voilà, je pense qu'il
il y aura quand même un retour, même s'il n'y a pas de mesures proprement dites faites après sur le site. Alors pour la résidence Vieille Croix-Rousse, au niveau des systèmes et de la ventilation notamment, on est sur une ventilation simple flux, mais on a par contre simulé et testé un grand nombre de solutions techniques en chauffe-eau thermodynamique, en MTA, enfin en double flux, mais on a effectivement déjà les contraintes de passage des gaines avec ces espaces de pièces humides qui étaient déjà très réduits et on doit recréer des gaines, mais les plus compactes possibles. Et puis, on avait tout le temps cet objectif de sobriété, mais de sobriété d'usage aussi. C'est-à-dire que les installations soient les plus simples possibles à entretenir, pour qu'on ait une vision un peu pérenne de cette rénovation et des installations. Les simulations thermodynamiques qu'on a pu faire montraient que le comportement du bâtiment en thermique d'été était plutôt très bon, dans la mesure, dès qu'on surisolait un peu le niveau des combles, puisqu'on est sur une dalle béton. Donc quand on vient bien protéger cette dalle béton, ensuite tous les logements sont systématiquement traversants sur une orientation principalement est-ouest. Et dès qu'on utilise ce qu'utilisent déjà régulièrement les habitants, dès qu'on utilise l'ouverture nocturne des baies pour ventiler le bâtiment, on reste sur une thermique d'été qui est plutôt très agréable. Dès que les logements se retrouvent complètement fermés, par exemple en plein mois d'août, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu tester quand on a fait des visites, là effectivement on a des effets de surchauffe qui sont importants. Donc c'est très lié à l'usage. Mais qui dit usage dit aussi possibilité d'intervention et d'équilibrage assez simple en fait. Donc c'était vraiment cette logique de sobriété d'intervention. Bonjour, je suis là. Alors c'était pour le projet à la Croix-Rousse, je voulais juste que vous détailliez un petit peu plus l'intervention autour des menuiseries, puisque vraiment tout s'est concentré là-dessus, l'épaisseur d'isolant, sa nature. Est-ce que ça s'est vraiment concentré sur la lège? Est-ce que vous avez traité tout l'encadrement? J'imagine que c'est quand même mieux. Et puis au niveau de l'extérieur aussi, des enduits, comment ça se passe? Est-ce que vous avez conservé l'enduit existant? Vous l'avez enlevé? Voilà, peut-être plus de précision là-dessus. Alors, sur l'enduit, on va décaper les enduits existants. On doit avoir de mémoire à peu près 20 ou 25% des enduits qui seront complètement repris, là où on a pu constater des dégâts. Et ensuite, à partir de là, une fois que tout est décapé, on reprend avec des éléments d'enduit à la chaux, enfin de finition à la chaux, et des éléments de badigeon sur les éléments de modénature. Pour la partie des menuiseries, donc on dépose complètement, y compris les dormants. On repose donc une menuiserie bois en traitant particulièrement l'étanchéité à l'air, au raccord avec les embrasures. Et on vient isoler toute la périphérie donc des embrasures, du linteau, avec un isolant type aéropan, c'est-à-dire c'est des feutres d'aérogel qui ont la particularité d'avoir quand même une certaine perméabilité à la vapeur d'eau et un encadrement bois par-dessus, donc pour laisser de la même manière respirer au maximum, même si ce n'est pas la panacée, mais c'est quand même ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui. Et on met le même type d'isolant au niveau de la lège, donc pour avoir le maximum d'isolation thermique sur le minimum d'épaisseur. Voilà. Et c'est des éléments qu'on a peaufinés, qu'on a affinés vraiment avec des simulations sur le point de rosée notamment, pour s'assurer qu'on n'ait pas de point de condensation à ces endroits-là. Et justement, cette isolation périphérique permettait de traiter les points de rosée.
Les feutres, c'est des feutres aérogènes. Aérogel, oui, c'est ça. Aérogel. On m'entend? Oui, bonjour. Ouais. J'ai deux questions. La première, pour GLH, vous avez donc rénové le bâtiment du quartier des États-Unis. Est-ce que vous avez déjà des retours sur les consommations énergétiques, sur la réduction Alors, ça tombe bien, parce que ma collègue, voilà, qui lève la main, regardez, elle est tout près de vous, c'est formidable. Donc, Aude Ruot va vous répondre. Bonjour. Alors, on a des premiers retours, mais qui ne sont que partiels. On a une instrumentation en fait qui a été mise en place parce qu'on a bénéficié d'un financement Écocité qui exigeait une instrumentation des bâtiments. Donc, on a un retour partiel sur une bonne partie de la précédente saison de chauffe qui est plutôt encourageant. On aura à la fin de la saison de chauffe qui vient un vrai retour avec des bâtiments qui seront pour la plupart entièrement occupés parce que comme on a fait cette réhabilitation en site vacant, on avait beaucoup de logements vacants. Donc voilà, cette première saison de chauffe était quand même assez peu représentative. Et le retour que l'on a déjà, c'est sur le confort pour les locataires qui est très positif, mais c'est une opération globale qui a traité à la fois la façade avec l'enduit isolant, remplacement des menuiseries extérieures, et le système de chauffage n'est pas du tout le même, puisqu'on était en radiateur électrique grippin, et qu'on est passé en chauffage urbain. Donc vraiment, tout ça contribue, je pense, à la modification de confort pour les locataires. Merci. J'ai une deuxième question pour le bâtiment Croix-Rousse. Quel est le système de chauffage installé ? Alors actuellement, les logements sont équipés d'une chaudière individuelle gaz. Voilà, et le futur système de production de chauffage et de CS donc, passera par le raccordement au RCU, donc d'Engie Plateau Nord, donc le RCU qui vient de Rieux. Ok, merci. Du coup, tout ça m'amène à une troisième remarque. En fait, alors je suis désolé, je vais parler avec un peu d'émotion, je préfère prévenir tout de suite. Je trouve qu'on a passé beaucoup de temps aujourd'hui à faire du RT bashing pour plein de bonnes raisons. La RT, elle est vraiment très perfectible et vous l'avez tous et toutes très bien démontré. Ceci étant, en fait, tous ces enjeux de réglementation thermique, c'est pas pour faire chier ni les concepteurs ni les futurs habitants. En fait, c'est parce qu'on est en train de vivre ce qu'on appelle une crise climatique. Et que cette crise climatique, il faudrait qu'on divise par 6 nos consommations de chauffage pour arriver à la résoudre en France. Et du coup, moi j'avoue être un peu gêné et j'avais besoin de l'exprimer pour amener un contrepoint au dernier projet qui a été présenté. Je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts et j'en suis très reconnaissant et je connais pas assez bien le projet, mais je suis quand même un peu gêné par le fait qu'on ait décidé de pas isoler du tout les façades et qu'on vienne aujourd'hui dire oui, mais on a fait des efforts sur les systèmes par ailleurs. Et en fait, quand on creuse, il n'y a pas de double flux, ce qui aurait été très pertinent dans une résidence avec beaucoup de personnes âgées. Il y a une chaudière gaz, donc l'un des systèmes de chauffage les plus émetteurs de carbone. Et donc, voilà, je voulais juste apporter un contrepoint pour dire que oui, la réglementation, elle est hyper perfectible. Sur le mâche-fer, il y a encore beaucoup d'évolutions à faire. Ceci étant, c'est pas du tout, ça me semble pas être une excuse pour balayer et dire du coup on va pas faire d'isolation parce que c'est mal pris en compte dans la RT. Et vous parlez de confort d'usage. Et en fait, le confort d'usage, si c'est des personnes âgées, elles vont être directement impactées par tous ces changements climatiques qui les impactent probablement déjà. Julie de Baza tout à l'heure a dit que sur son projet de petite maison individuelle, en fait, les habitants, même si le mâche-fer c'est un peu plus isolant que le béton, en fait, il y a quand même des vraies sensations de parois froides. Et du coup, j'avoue être un peu sceptique sur le discours qui est présenté aujourd'hui sur ce projet. Voilà, je suis désolé, c'est pas du tout contre vous, mais j'avais besoin. Non, mais je le prends pas pour moi, rassurez-vous. non, on va vous répondre, notamment sur le fait qu'on n'ait pas eu recours à l'ITE.
Non, mais en fait, chaque projet, c'est un projet global, donc c'est un ensemble de problématiques. Il se trouve qu'ici, on est quand même sur des résidences avec un caractère patrimonial particulier. On est en zone ABF et on a des éléments de façade. Oui, techniquement, on pourrait être tout à fait isolé par l'extérieur. Mais par l'intérieur, oui, mais par l'intérieur, c'est aussi d'autres problématiques. C'est-à-dire qu'il faut déplacer tous les gens, il faut vider toute une résidence. Ça veut dire que c'est des années et des années de travail et des coûts d'investissement qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc c'est l'ensemble, c'est tout un ensemble de problématiques et de critères qui amènent à des choix. On n'est pas simplement, on n'a pas balayé du tout la question de l'isolation, et c'est le travail de plusieurs années de recherche. Et notamment, comme je disais, quand on a commencé les études, en calcul RT, on est BBC. Et on divise par 2 ou par 3 les consommations. C'est les modes de calcul qui changent ensuite. Et ensuite, les nouvelles préoccupations avec les étiquettes carbone, les choses comme ça. Mais ça ne change pas les mesures qui étaient prises au début, qui font que les consommations, de toute façon, elles diminuent. Et on ne peut pas non plus, en fait, ce n'était pas une remise en cause des réglementations, c'est de dire qu'on ne peut pas courir tout le temps après des étiquettes qui, aujourd'hui, sont, il faut bien le dire, de plus en plus volatiles, alors que les rénovations, ces bâtiments, ils ont eu 2 rénovations en 100 ans. La prochaine, ça va être dans 50 ans. Donc, il faut aussi être sûr des éléments qu'on met en œuvre, que des produits ou des systèmes techniques ne soient pas complètement dépassés ou hors de propos dans 10 ans. C'est aussi dans ce sens-là où je parlais d'une certaine sobriété. Et pour en avoir mis plusieurs fois des doubles flux dans des résidences, c'est à la fois des questions de difficultés d'appropriation, des notions de flux d'air à gérer pour les habitants et des difficultés d'entretien et de gestion. Combien j'ai vu de résidences ensuite où la double flux avait du mal à être gérée et créait plus de pathologies que de bénéfices en fait. Donc il faut toujours prendre des choses avec beaucoup de modestie. Il y a des situations, il y a des contextes où on peut pousser et on peut expérimenter, on peut faire des opérations exemplaires ou démonstratives pour montrer qu'on peut faire. Et il y a des fois où il faut qu'on essaye de travailler dans la masse pour faire avancer les choses. Alors, ouais, on ne divisera pas par 6 sur cette résidence. Mais si on divise déjà par 2,5, 3, et qu'on arrive à le tenir, c'est déjà vachement bien. Je rajoute juste un petit détail donc, concernant l'ITI, donc l'isolation par l'intérieur. Vraiment sur ces logements, je l'ai précisé en introduction, on est sur des toutes petites surfaces. Donc le T2 fait 32 mètres carrés. Voilà, le T4 est à peine 70 mètres carrés. Donc on n'a vraiment pas pu avoir recours à cette solution-là. Voilà. Et en plus, ça nécessitait le relogement de tous les locataires, donc ce qui n'était pas non plus envisageable. Et après, pour continuer aussi, l'ITI n'est pas toujours une bonne solution quand on est un site occupé et quand on travaille avec un bailleur social, parce qu'aussi, au-delà de la perte de la surface, généralement parlant, parce qu'on peut dire, oui, ok, on va perdre 2 mètres carrés pour tout l'appartement, c'est grave ou c'est pas grave, dépendant de comment les usagers vont le prendre. Il y a aussi la problématique de la qualification du logement, dans le sens où quand on a des chambres qui sont très petites, si on doit isoler le mur intérieur et le refend aussi, ça veut dire qu'on peut se retrouver avec des chambres qui font moins de 9 mètres carrés. Ce qui veut dire qu'un appartement T3 peut être classé en T2, ce qui veut dire que le bailleur social doit reloger la famille dans un T3 et doit retrouver quelqu'un d'autre qui occupe ça. Et disons que tout grand lieu habitat et beaucoup de bailleurs sociaux n'ont pas forcément cette capacité de reloger les gens de cette façon. Pour avoir déjà travaillé sur un projet où on avait en fait réhabilité des résidences à Machefer, on parlait de 188 logements. On avait étudié 9 scénarios pour voir quel était le meilleur.
Et en fait, sur ces 180 000 logements ouvriers dans des bâtiments en mâchefers, on déclassé quasiment 30% des logements. Donc, dans un moment où on a besoin de logements plus possible, c'est un peu difficile de dire à ces gens-là, vous allez être délogés, d'autant plus quand ils sont dans un... Déjà parce que c'est difficile de trouver d'autres appartements, mais aussi parce qu'ils sont très attachés à leur lieu de vie et qu'il y a des gens qui sont là depuis des générations. Donc ça pose aussi d'autres questions après. Voilà. En fait, la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire de doubler dans ces cas-là, en fait? C'est pas tant on l'a pas fait parce que c'est compliqué, ça, effectivement, enfin, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que thermiquement, quand vous sortez les données, ou même dans la réalité, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire? Enfin, on a vu que le mâchefers était quand même un bon isolant, donc... C'est ce qu'on vérifie de toute façon, voilà, d'une part avec les calculs, mais c'est aussi toutes les pistes et les hypothèses qu'on peut émettre, justement, qui font partie du cycle des études. Oui, sur les études thermiques qui permettent justement en fin d'études de faire ses choix, ou au milieu des études de faire ses choix, on vérifie justement le niveau énergétique en thermique pure qu'on atteint. Et on a chaque fois tout un tas de scénarios avec des scénarios très performantiels qui ont certains niveaux de risque technique, certains niveaux d'investissement importants, et puis différentes options ou différents scénarios différents. Et puis on fait un choix, souvent au milieu, qui est équilibré avec d'autres problématiques, la question du relogement, la question des surfaces, la question des techniques. Et voilà, la solution généralement qui émerge, c'est un équilibre entre tous ces différents critères qui ont été hiérarchisés. Mais comme je l'expliquais aujourd'hui, on n'est plus, comme on a pu l'être à un certain moment, dans une performance à tout prix de la thermique, et on vient rééquilibrer avec d'autres problématiques aujourd'hui, qui sont la question du logement, en fait, hein, tout simplement. Oui, j'ajouterais pour compléter qu'à la page 11 du document de CAUE, bon, ben, on sait que les parois type mur représentent 13% des déperditions. Donc c'est aussi à mettre en perspective. Je voulais juste aussi ajouter un complément d'information sur les enduits correcteurs qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc il y en a certains qui peuvent s'utiliser, disons, de l'épaisseur que l'on veut. Et j'en ai d'ailleurs utilisé dans le Vieux-Lyon, hein, qui est un secteur sauvegardé. Donc on a pu adapter le produit à la réalité du bâtiment, ce qui a quand même conduit à améliorer surtout le confort, puisqu'on a effectivement cet effet de paroi froide, hein, qui contribue au confort, sans forcément bouleverser les calculs. Mais voilà, on a quand même une amélioration possible par l'utilisation de ces matériaux. Donc là, en l'occurrence, c'était un chaux liège. Il y a une question. Bonjour, donc déjà merci pour votre présentation. En tout cas, moi je note que vous avez été sensible aux matériaux, donc ça c'est chouette et c'est la raison pour laquelle on est ici pour étudier le mâchefers. Donc c'est bien de voir des retours d'expérience et souvent on n'en a pas beaucoup. Donc déjà mes remerciements et notez également que voilà, vous avez fait certains efforts. Et deuxième sujet, c'est ma question, et on n'en a pas beaucoup parlé, il y a forcément une contrainte financière. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le montant des travaux, prix au mètre carré, hors taxe, idéalement, pour compléter l'information? Alors non, je n'ai pas le prix hors taxe au mètre carré. Par contre, je peux vous donner une information sur le prix de revient prévisionnel donc, de l'opération. Donc on est sur un budget aujourd'hui de 17 millions. Et la part travaux représente 14 millions. Voilà, je vous laisse faire le ratio par logement. Et dans notre cas, du coup, sur les 70 logements étudiants, on était sur 6 millions d'euros de travaux hors taxes. Attention, c'est pas, comment dire, le montant par mètre carré, il est assez important.
Donc là, on a parlé d'une surélévation, d'une réhabilitation lourde, toute une réconfiguration de l'intérieur, plus mobilier, plus menuiserie, plus occultation. Donc on a fait un peu en guillemets la totale de la réhabilitation lourde. Et du coup, on est sur 3 253 € de mètre carré. Donc ce n'est pas donné. Et en fait, on l'a fait grâce à Grand Lyon Habitat qui a été très motivé sur ce projet, grâce aussi à la ville qui a aidé aussi cette opération. Donc voilà, en fait, pour arriver à faire ce genre d'opération, je crois qu'il faut avoir vraiment beaucoup de soutien de tout le monde, parce que pour le moment, on arrive à le faire, mais je pense qu'on arrive à le faire avec un certain coût, et qu'on est toujours à la recherche, en fait, dans ce genre d'échange, de trouver aussi des solutions qui vont aller pas seulement dans la frugalité des matériaux, mais peut-être aussi dans une frugalité financière que pour le moment, on n'attend pas complètement. Une dernière question? Eh bien, merci pour vos présentations.